Bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, l'attention se porte sur des concepts issus d'un ouvrage que je trouve personnellement absolument fascinant. Il s'agit de la deuxième édition de Brain of the Firm, ou Le cerveau de l'entreprise en français, de Stafford Beer. C'est un texte fondamental, oui. Je suis ravie qu'on en parle aujourd'hui. Je suis ravi aussi de décortiquer tout cela. Parce que la mission de notre exploration est assez ambitieuse, disons. Il s'agit de comprendre pourquoi la gestion d'entreprise moderne, avec tous ces outils ultra sophistiqués, semble si souvent inadaptée, presque archaïque en fait, face à notre monde complexe. Totalement inadapté, oui. Et c'est là que la cybernétique, qui est la science du contrôle, propose un modèle radicalement nouveau. Un modèle qui tourne le dos au graphique froid et rigide, pour s'inspirer d'une technologie bien plus ancienne et éprouvée, le système nerveux humain. L'objectif, pour quiconque écoute cette discussion, c'est vraiment d'obtenir des clés pour repenser l'organisation et la prise de décision, particulièrement face à cette surcharge d'informations qui paralyse tout le monde, quoi. Absolument. Quand on y réfléchit bien, nos méthodes d'organisation actuelles ressemblent un peu à des dinosaures. Des dinosaures qui tenteraient de survivre à un changement climatique soudain. On continue avec de vieilles habitudes de gestion très lourdes, alors que le monde autour de nous est en pleine mutation explosive. Et ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que cette image du dinosaure n'est pas qu'une simple métaphore poétique pour faire joli, hein. C'est une véritable réalité systémique. C'est-à-dire, Le cadre scientifique de cette affirmation repose sur un constat implacable. Nos institutions sont bâties sur des modèles de contrôle qui ne peuvent tout simplement plus traiter la quantité de variété, c'est-à-dire de complexité pure que notre environnement moderne génère chaque seconde. Oui, je vois. Le dinosaure n'a pas été effacé de la carte par un seul petit événement ponctuel. Exactement. Il a été dépassé par un taux de changement environnemental auquel son métabolisme et sa structure interne ne pouvaient absolument pas s'adapter. Et c'est très exactement le diagnostic sévère qui est posé ici sur nos entreprises, nos gouvernements et nos grandes institutions. C'est fascinant parce que l'une des premières idées frappantes qui ressort des textes, c'est ce qu'on pourrait appeler le mythe de la continuité. Historiquement, l'être humain s'est habitué à penser que la technologie n'est qu'une lente et douce évolution. Une évolution linéaire en quelque sorte. Voilà, linéaire. Quand l'arbalète a été inventée, ça n'a pas détruit la civilisation du jour au lendemain. L'invention du char d'assaut non plus. Donc, psychologiquement, on a tendance à banaliser le progrès. On se dit qu'un atterrissage sur la Lune ou l'invention de l'ordinateur portable, ce ne sont finalement que des événements supplémentaires sur une ligne temporelle continue. Mais l'analyse montre que c'est une illusion totale. Exactement. Ce n'est pas l'événement en soi qui pose problème, c'est le taux de changement global qui est devenu explosif. Les courbes qui mesurent la vitesse de déplacement, la capacité de calcul ou la vitesse de communication ne montent plus doucement en diagonale. Elles deviennent presque totalement verticales à l'échelle d'une seule vie humaine. Et si l'on relie cette accélération verticale à la situation dans son ensemble, on comprend que cela modifie la nature même du problème auquel nous faisons face. Il y a une anecdote mathématique assez glaçante mentionnée dans les sources concernant l'année 2026. Ah oui, l'année actuelle en plus? C'est ça. Selon une projection rigoureuse basée sur les données historiques d'une certaine époque, si le taux de croissance démographique explosif se maintenait de façon strictement exponentielle, La population mondiale deviendrait littéralement infinie au cours de l'année 2026. Mathématiquement infinie. Ce qui signifierait une masse de chair humaine s'étendant dans l'univers à la vitesse de la lumière. voilà, Attendez, une population infinie cette année? C'est absurde évidemment. c'est totalement absurde. Car la nature ne fait pas de saut vers l'infini. Dans la réalité biologique et physique, face à une telle courbe d'accélération, deux choses peuvent se produire. Soit les organismes meurent purement et simplement, écrasés par leur propre poids et le manque de ressources. Comme Thomas Malthus l'avait en partie deviné il y a des siècles. C'est cela. Soit la courbe s'aplatit naturellement. C'est ce qu'on appelle une courbe en S ou une courbe sigmoïde. Toute croissance naturelle suit ce modèle inévitable. Un démarrage lent et difficile, suivi d'une accélération fulgurante où tout semble possible, puis un plafonnement sévère dû à l'épuisement des ressources, à la saturation de l'espace ou aux limites intrinsèques du système. C'est très clair. C'est comme lorsqu'une nouvelle plateforme sociale apparaît ou qu'un nouveau type de smartphone inonde le marché. Au début, l'adoption est lente, puis ça explose, tout le monde en achète un, et soudainement, les ventes stagnent. Pas parce que le produit est mauvais, bien sûr. Non, juste parce que tous ceux qui voulaient un smartphone en ont déjà un. Le marché est saturé.
Voilà une excellente illustration moderne. Et c'est précisément là que l'illusion de la planification d'entreprise devient extrêmement dangereuse. Le grand piège de l'extrapolation linéaire. Décortiquons tout cela. Comment ça se traduit en entreprise? Si une équipe de direction se trouve au moment où la croissance est la plus forte, au beau milieu du S, elle a la fâcheuse tendance à tracer une ligne droite vers le haut sur son graphique de prévision. Elle ignore totalement la fameuse courbe en S naturelle. Donc, continuer d'investir massivement dans ce qui est décrit comme la technologie A, celle qui a fait son succès actuel, sans réaliser que cette technologie est sur le point de stagner de manière imminente. Et pendant que toute l'attention et les budgets sont focalisés sur cette ligne droite illusoire, l'organisation rate complètement l'émergence de la technologie B, celle qui est encore invisible, tout en bas de son propre S, mais qui va former la prochaine vague de croissance explosive. C'est le piège classique. On regarde la mauvaise courbe. Alors si l'extrapolation linéaire est un tel piège, on pourrait légitimement penser que l'arrivée de nos ordinateurs ultra puissants dans le monde du travail nous a aidés à l'éviter, qu'avec plus de puissance de calcul, on gère mieux la complexité. Mais selon les sources, c'est tout le contraire qui s'est produit. Ah oui, le grand malentendu de l'informatique. L'informatique a généré un malentendu monumental. Les textes décrivent avec une pointe d'ironie les différentes phases de réaction du monde des affaires face à l'ordinateur. D'abord, c'était l'émerveillement naïf, le mythe du grand cerveau électronique qui allait tout résoudre. La phase de lune de miel. Ensuite, la cruelle désillusion. On s'est rendu compte que la machine est en réalité d'une stupidité affligeante, incapable de prendre la moindre initiative. Ce qui est la définition même d'un ordinateur classique. En phase 3, pour se rassurer, on l'a transformée en une simple calculatrice géante pour automatiser le travail administratif qui existait déjà. Et enfin, la phase 4, le summum de l'illusion, le fameux MIS, ou Système d'information de gestion. Le MIS est en effet décrit comme un piège redoutable. Le problème fondamental de ces systèmes centralisés, c'est qu'ils noient les décideurs sous des océans de faits. Des océans de données brutes. Oui, on imprime ou on affiche sur des écrans des millions de données, on génère des tableaux infinis en pensant sincèrement fournir de l'information utile. Or, dans la théorie cybernétique, la définition est très stricte. Un fait ne devient une véritable information que s'il déclenche un changement d'état ou une action. Ah, ça c'est un point crucial. L'information doit modifier le comportement du système. Tout à fait. Accumuler des téraoctets de données qui ne modifient aucune décision, c'est générer du bruit de fond, pas du contrôle. C'est utiliser une technologie de rupture révolutionnaire pour faire exactement la même chose qu'au XIXe siècle, mais à la vitesse de la lumière et de manière beaucoup plus étouffante pour le cerveau humain. Je vois tout à fait. C'est le fameux syndrome du rapport hebdomadaire de 500 pages que tout le monde reçoit le lundi matin, que personne ne lit jamais, mais qui mobilise des serveurs entiers pour être généré. C'est la paralysie par l'analyse. Alors si accumuler des données n'est pas la solution, qu'est-ce que le véritable contrôle dans un monde complexe? La définition cybernétique du livre m'a vraiment surpris. Elle va à l'encontre de toutes nos habitudes de management. Oui, car le contrôle n'est pas vu comme un patron tout-puissant assis au sommet d'une pyramide qui dicterait chaque micro-mouvement de ses employés. Le véritable contrôle est réparti. Il est infusé dans l'architecture même du système. L'exemple donné dans les textes est brillant. L'ordinateur ultra stable. Imaginons une machine de ce type, placée dans un bâtiment qui prend soudainement feu. C'est un cas d'école fascinant. Si cette machine était conçue selon nos méthodes de gestion classiques, il faudrait l'équiper de capteurs thermiques programmés spécifiquement pour reconnaître la signature d'un incendie, plus un logiciel pour analyser la courbe de température et un protocole complexe pour déclencher une alarme ou appeler les pompiers. Exactement. Un peu comme nos appareils connectés modernes qui ont parfois besoin d'une mise à jour logicielle et d'une connexion Internet parfaite juste pour allumer une ampoule. C'est ça, une usine à gaz. Mais l'ordinateur ultra stable fonctionne différemment. Il n'a même pas de thermomètre. Non, aucun. Il détecte simplement que ses propres calculs internes commencent à générer des erreurs à cause de l'augmentation anormale de la température ambiante. Face à cette perturbation de son équilibre interne, il allume des petits trous motorisés et il quitte physiquement le bâtiment en feu. C'est de l'autopréservation pure. Il réagit à une perturbation interne pour restaurer sa stabilité sans avoir le moindre besoin de connaître la cause externe exacte. Il ne sait pas qu'il y a un feu. Il sait juste qu'il doit bouger pour redevenir stable. Et cela soulève une question cruciale sur l'anatomie de la prise de décision pour notre auditoire. Comment cette information, ce signal d'instabilité, circule-t-elle dans une organisation pour permettre une telle réaction salvatrice? Comment ça fonctionne sous le capot, en quelque sorte? Oui, en cybernétique, le parcours de l'information suit une logique biologique.
Un stimulus extérieur frappe d'abord ce qu'on appelle les transducteurs, c'est-à-dire les capteurs du système. Les yeux, les oreilles du système. Et l'information brute remonte ensuite le long d'un canal sensoriel jusqu'au sensorium, le centre de réception et de synthèse. C'est là qu'une décision adaptative est prise et l'impulsion redescend par un canal moteur vers les effecteurs, qui sont les entités chargées d'agir physiquement sur l'environnement. Donc, pour faire simple, on a des capteurs, un cerveau et des muscles. Jusque-là, ça semble classique. Mais c'est ce qui se passe au milieu, entre les capteurs et les muscles, qui est révolutionnaire. La fameuse boîte noire. Le concept introduit est celui du réticulum anastomotique. C'est un terme technique incroyable, réticulum anastomotique. Ça montre bien que le cheminement de l'information n'est pas un simple interrupteur, où le fil A touche le fil B de manière prévisible. Tout à fait. L'analogie parfaite pour comprendre un réticulum anastomotique, c'est le delta d'un grand fleuve. L'eau descend de la source principale, puis elle se sépare en des centaines de petits bras. Des ramifications infinies. Ces flux d'eau se croisent, se séparent à nouveau, s'évaporent partiellement, se rejoignent de manière apparemment chaotique et imprévisible, avant de finalement se jeter dans la mer. C'est une belle image. Et si l'on verse un seau d'eau coloré à la source, Il est physiquement et mathématiquement impossible de retracer le chemin exact qu'a suivi Radgut à travers le delta. absolument impossible. C'est exactement ainsi que fonctionne la neurobiologie du cerveau humain, et par extension, c'est ainsi que fonctionnent les véritables dynamiques sociales au sein des groupes de gestionnaires. C'est une toile d'interaction d'une complexité vertigineuse, et non une chaîne de commandement linéaire. Mais quand on décrit ce delta de fleuve chaotique, une question évidente surgit pour ceux qui nous écoutent. Comment un système aussi désordonné peut-il produire une décision cohérente à la fin ? Pourquoi l'entreprise ou l'organisme ne s'effondre-t-il pas dans la confusion totale ? La réponse réside dans le miracle de la rétroaction négative, le fameux feedback. Ah, le feedback. C'est un mot qu'on entend tout le temps en entreprise, mais pas dans ce sens-là. Non, pas du tout au sens d'une évaluation annuelle de performance. L'équation détaillée dans les recherches montre une chose profondément contre-intuitive. Quand un réseau reçoit des signaux d'entrée très faibles, noyés dans ce qu'on appelle du bruit, Du bruit, c'est-à-dire des informations parasites, des rumeurs, des données inutiles. voilà. On s'attendrait logiquement à ce que ce réseau chaotique amplifie le bruit et devienne complètement fou. Que le signal se perde. Et pourtant, les mathématiques prouvent l'inverse. Dans un système bien conçu, c'est la boucle de rétroaction négative qui domine la totalité de l'équation de transfert. La rétroaction négative est un mécanisme qui corrige continuellement l'erreur entre le résultat obtenu et le but recherché. Elle rectifie le tir en permanence. C'est elle qui purifie le signal. En fait, peu importe l'ampleur du bruit ou la nature exacte de la perturbation initiale, le feedback tire inlassablement le système vers la stabilisation. De la même manière qu'un thermostat ajuste en permanence la chaudière pour maintenir une température cible indépendamment des courants d'air froid qui entrent par la fenêtre. C'est le principe exact. C'est rassurant, mais face à la taille colossale d'une entreprise moderne, on se heurte très vite à ce qu'on pourrait appeler le mur absolu de la complexité. Les sources évoquent la loi de la variété requise de Ross-Hbis. Une loi fondamentale en cybernétique. Pour résumer cette loi simplement, elle stipule que pour qu'un système soit sous contrôle, le contrôleur doit posséder au moins autant de variété, c'est-à-dire de nuances et de complexité possibles, que le système qu'il essaye de maîtriser. C'est un principe incontournable. Et c'est facile à imaginer avec les 26 lettres de l'alphabet que l'on peut diviser avec 5 décisions binaires. Mais si l'on applique cette loi de la variété à la gestion d'entreprise par des moyens informatiques classiques, on découvre des dimensions terrifiantes. C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est ici qu'intervient la limite de Bremerman. Si une direction tente de gérer une situation en cartographiant toutes les possibilités exactes pour trouver la solution parfaite par le calcul pur, les chiffres deviennent délirants. Imaginons une entreprise minuscule définie par seulement 300 variables binaires. C'est très peu. 300 variables. N'importe quelle petite structure en a beaucoup plus au quotidien. Eh bien, le nombre d'états de connexion possibles dans notre fameux réticulum anastomotique pour relier ces 300 entrées à 300 sorties s'élève à 2 à la puissance 300. Ce qui donne mathématiquement un résultat de l'ordre de 3 multiplié par 10 à la puissance 92. C'est un chiffre qui donne littéralement le vertige. 3 suivi de 92 zéros. C'est au-delà de l'imaginable. C'est totalement impossible à conceptualiser pour le cerveau humain. Pour le conceptualiser, l'analogie proposée dans le livre est frappante.
Si l'on parvenait à transformer la planète Terre tout entière en un ordinateur géant et qu'on laissait cet ordinateur terrestre fonctionner sans interruption depuis la création même de notre planète il y a des milliards d'années Oui. jusqu'à la seconde présente, cet ordinateur n'aurait pu traiter qu'environ 10 à la puissance 92 bits d'informations. C'est incroyable. Ceci en raison des limites quantiques absolues de la matière et de la vitesse de la lumière. Autrement dit, calculer toutes les interactions d'une petite entreprise de 300 variables demanderait à un ordinateur de la taille de la Terre fonctionnant pendant des milliards d'années. Des milliards d'années pour calculer l'organigramme d'une petite PME. C'est pour ça que les systèmes d'entreprise sont décrits comme littéralement impensables par le calcul strict. C'est le mot juste, impensable. Et c'est là que l'obsession moderne pour les algorithmes montre ses limites. Un algorithme, c'est rigide. C'est une liste d'instructions précises pour un but prédéfini. C'est parfait pour trier des données, mais face à cette limite de Brummerman, c'est inutile. Complètement inutile pour la gestion de la complexité vivante. La nature, elle, n'utilise pas d'algorithme, elle utilise des heuristiques. Et la différence est primordiale. L'heuristique donne une règle générale, une orientation vers un but qui n'a pas besoin d'être spécifié dans ses moindres détails. L'exemple souvent cité est celui de la montagne dans le brouillard. L'algorithme exigerait une carte GPS parfaite de chaque caillou, ce qui est impossible. L'heuristique vous dit simplement « continue de monter », peu importe le chemin exact. Et la nature est incontestablement la championne des heuristiques. L'exemple biologique abordé dans les textes est celui du puceron du chou. Ah oui, cette petite bête. Si la biosphère laissait cet insecte se reproduire de manière purement algorithmique, en suivant simplement sa courbe de croissance sans contrainte systémique, on arrive à un résultat absurde. Le chiffre m'a sidéré quand je l'ai lu. Un seul puceron pesant 1 mg produirait 822 millions de tonnes d'insectes en une seule petite saison. C'est colossal. C'est terrifiant. Ça représenterait plusieurs fois le poids de toute l'humanité en pucerons. En une saison. Heureusement, cela n'arrive jamais. Pourquoi ? Parce que l'écosystème s'auto-organise. Il se régule en permanence via des règles heuristiques de survie, de prédation, de météo et d'adaptation. Et l'écosystème accomplit ce miracle d'équilibre sans avoir besoin d'un département central de planification stratégique. Un département qui dicterait aux coccinelles combien de pucerons elles doivent manger ce trimestre. C'est vrai que ça paraît ridicule dit comme ça. C'est pourtant ce que font nos entreprises. Pour prouver qu'une machine pouvait apprendre selon ses règles heuristiques sans être programmée par des algorithmes complexes, l'auteur a construit une invention stupéfiante, l'alger de Node. Une invention fascinante. C'est une machine faite de bois, de fils électriques et de laiton. Son nom vient du grec algos pour la douleur et eidos pour le plaisir. L'idée, c'est d'apprendre par le système de la récompense et de la punition. En apparence, c'est basique, on manipule la machine et elle finit par allumer soit une lumière verte, soit une lumière rouge. Mais la véritable puissance de l'alger de Node réside dans son architecture interne et l'expérience de pensée qui l'accompagne. On imagine deux philosophes qui engagent un opérateur pour manipuler les interrupteurs de cette machine. Un cobaye en fait. La règle imposée à l'opérateur est strictement financière. Il reçoit 10 livres sterling de récompense chaque fois que la lumière verte s'allume et il doit payer 10 livres de pénalité de sa propre poche à chaque fois que la lumière rouge s'allume. Attendez, je vous arrête une seconde parce que c'est le point crucial qui peut être difficile à saisir pour notre auditoire. L'opérateur manipule des interrupteurs au hasard pour essayer de gagner sa vie, d'accord ? Oui. Mais la machine, elle, n'est faite que de laiton et de câbles. Elle ne comprend que le courant électrique. Comment une machine qui ne parle que le langage de l'électricité peut-elle réagir à l'argent, à la récompense ou à la cupidité humaine ? C'est la magie des métalangages et c'est très bien expliqué dans la démonstration. Il y a effectivement un fossé de communication énorme. D'un côté, on a la machine qui fonctionne selon les lois de la physique, ce qu'on appelle le langage machine. De l'autre côté, on a le système de récompense financière mis en place par les philosophes, disons le métalangage 3. Ce sont deux mondes qui s'ignorent. La machine ne comprend pas l'argent et l'opérateur ne comprend rien au schéma électrique complexe à l'intérieur de la boîte. Mais ils sont reliés par ce qu'on appelle une boucle algédonique. L'opérateur, motivé par l'envie de gagner de l'argent, devient une force de l'environnement pour la machine. Il devient une pression évolutive. Exactement. En tournant les boutons avec acharnement, après chaque erreur, il modifie physiquement, par essai et erreur, les probabilités des contacts en laiton à l'intérieur. Par cette pression constante, l'opérateur force la machine à s'adapter, à modifier sa propre structure interne pour finir par allumer presque exclusivement la lumière verte. Le système global a donc appris à survivre et à optimiser son but sans qu'aucune ligne de code algorithmique n'ait été écrite. C'est bluffant. Et il y a un détail absolument brillant dans la conception de cette boîte en bois. Lequel ?
Son inventeur a délibérément soudé certains fils pour que le système produise toujours au moins 10% d'erreurs. Quoi que fasse l'opérateur, des contacts contournent la logique interne et allumeront parfois la mauvaise lumière. La lumière rouge. Oui, la rouge. Au début, on se dit, mais pourquoi saboter sa propre machine? Quel est l'intérêt de créer des erreurs exprès? Mais on réalise vite que c'est une leçon magistrale de survie. Flirter avec l'erreur est vital. Absolument vital. L'erreur est la condition préalable à toute adaptation future. Si une entreprise ou un organisme s'adapte à 100% à son environnement actuel, éliminant la moindre marge d'erreur, il devient hyper spécialisé, hyper optimisé. Ce qu'il rêve de tout manager, paradoxalement. Oui, mais l'environnement est par nature changeant. Au moindre changement brutal des conditions extérieures, ce système ultra parfait s'effondrera instantanément, car il n'aura plus la souplesse ni la diversité interne pour réagir. Les 10% d'erreurs de la machine sont en réalité des mutations permanentes. Elles testent l'environnement en continu. Si soudainement les règles changent et que la lumière rouge devient la bonne réponse pour survivre, le système possède déjà l'expérience de cette lumière rouge. Exactement. Il sait comment la produire et peut commencer à la renforcer immédiatement. Si on applique toutes ces découvertes à nos bureaux modernes, la conclusion est brutale, c'est la mort clinique de l'organigramme classique. Ce vieux tableau rigide avec ses petites cases et ses lignes hiérarchiques bien droites. Le texte l'appelle le lit de Procuste de la gestion, en référence à ce bandit de la mythologie qui coupait les jambes des voyageurs pour qu'ils rentrent exactement dans la taille de son lit. Une image sanglante mais très juste. On ampute la réalité du travail pour qu'elle rentre dans des cases arbitraires. Son seul véritable usage aujourd'hui, c'est de savoir qui blâmer quand les choses tournent mal, pas de montrer comment le travail est accompli. Et les limites de l'organigramme sont flagrantes dès qu'on observe des rôles transversaux vitaux, comme le contrôle de production ou la comptabilité analytique. Ces fonctions sont les véritables nerfs de l'organisation. Elles relient la production, la logistique, les ventes. Elles sont partout à la fois. Elles ne peuvent pas être cantonnées dans une seule case verticale sans déclencher des guerres de territoire. Essayer de forcer ces processus fluides et heuristiques dans une pyramide hiérarchique rigide, c'est, comme le décrit une image forte des sources, comme verser du vrai kérosène dans une petite maquette d'avion en plastique en espérant qu'elle va s'envoler. La structure va tout simplement fondre. Elle va se désintégrer. La seule issue, la seule façon de concevoir une structure capable de gérer la complexité monstrueuse du marché actuel sans s'effondrer, c'est de regarder ce qui a fait ses preuves sur des millions d'années. C'est l'abandon de la machine rigide pour adopter le modèle organique, le corps humain et son système nerveux adaptatif. En fin de compte, pour quiconque écoute cette discussion et gère un projet ou une équipe aujourd'hui, la leçon ne consiste pas à jeter tous les ordinateurs par la fenêtre ou à brûler les tableurs. Bien sûr que non. La leçon consiste à s'interroger sur la nature de son propre contrôle. Les entreprises obsédées par l'élimination totale des erreurs au nom de l'efficacité à court terme, celles qui accumulent des montagnes de données sans boucle de rétroaction négative pour corriger le tir de l'intérieur, se dirigent droit vers l'impasse. La fameuse courbe en S qui s'aplatit. C'est ça. La véritable résilience provient de l'acceptation de la complexité, de la mise en place de boucles heuristiques où l'information circule librement et surtout où le système a le droit fondamental d'expérimenter et de s'adapter au chaos ambiant. Pour clôturer cette réflexion, il y a une anecdote tirée de la préface de l'ouvrage qui résonne d'une manière assez troublante. L'auteur y raconte qu'il s'est vu remettre en Suède une prestigieuse médaille de l'innovation. Sur cette médaille figurait l'image de Prométhée. L'organisateur de l'événement s'est approché de lui pour lui glisser une précision glaçante. Laquelle ? Prométhée n'était pas gravé sur cette médaille pour avoir eu le courage d'apporter le feu sacré aux hommes, ce qui est le symbole ultime de l'innovation. Non, il est figuré parce qu'en punition de cet acte d'innovation audacieux, il a fini enchaîné à un rocher, condamné à se faire dévorer le foie par un aigle pour l'éternité. C'est une vision assez sombre de l'innovation. Oui, mais tellement révélatrice. Si la science cybernétique nous prouve de manière irréfutable qu'un système viable a absolument besoin d'un taux d'erreur, de flexibilité et de mutation constante pour survivre, et que dans le même temps, la structure hiérarchique de la quasi-totalité de nos grandes entreprises punit systématiquement l'innovation non planifiée et la moindre erreur individuelle pour maximiser le profit immédiat, on est en droit de se poser une question très inquiétante. Je vous écoute. Nos plus grandes institutions ont-elles, sans le savoir, biologiquement programmé leur propre extinction en refusant d'apprendre comment faire les bonnes erreurs ? Et c'est une perspective qui donne à réfléchir. Voilà une pensée provocatrice qui mérite d'être longuement méditée par notre auditoire.